I came and they gave me Bloodsport, the perfect movie to show a billboard. Imaginez un jeune Belge, sans un sou en poche, dormant dans sa voiture à Los Angeles, rêvant de devenir une star du cinéma d'action. Et si je vous disais que derrière les scènes cultes de Bloodsport, ce film qui a fait vibrer des millions de fans, se cache une histoire de souffrance, de rejet et de persévérance qui dépasse tout ce que vous avez vu à l'écran? Salut à tous, bienvenue sur Vie Sociale, la chaîne où on explore les aventures humaines les plus folles, les combats intérieurs qui forgent les légendes. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la réalisation de Bloodsport, le film qui a lancé Jean-Claude Van Damme. Vous pensiez que les combats étaient durs? Attendez de découvrir la vraie bataille en coulisses. Si vous adorez les histoires de résilience qui inspirent, accrochez-vous, car celle-ci va vous scotcher. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Vie Sociale pour nous rejoindre dans l'aventure et ne rien rater de ces récits captivants. Mettez un like si vous êtes prêt à en savoir plus. L'aventure épique de Jean-Claude Van Damme. Laissez-moi vous transporter en plein cœur des années 80, une époque où Hollywood brillait de mille feux pour les chanceux, mais où les rêveurs comme Jean-Claude Van Damme devaient se battre pour chaque miette de reconnaissance. Né en Belgique, ce jeune homme de 25 ans, aux muscles sculptés par des années de karaté intensif, décide de tout plaquer, sa famille aimante, sa vie stable à Bruxelles, pour atterrir à Los Angeles avec rien d'autre qu'un sac rempli de rêves, une paire de nunchakus usés et une pile de photos prouvant ses prouesses en compétition. Imaginez, il arrive sans parler un mot d'anglais, ou presque, et se retrouve à naviguer dans cette jungle urbaine impitoyable. Les premiers mois? Un cauchemar. Il squatte sur les canapés d'amis bienveillants, ou pire, dans la banquette arrière d'une voiture déglinguée. La faim le tenaille souvent, des jours où il n'a pas $1 pour un repas décent. Pour survivre, Jean-Claude enchaîne les jobs les plus ingrats, livreur de pizza sous le soleil brûlant de Californie, poseur de moquettes dans des maisons anonymes, même videur dans une boîte de nuit où sa gentillesse naturelle l'empêche souvent d'expulser les troubles faits. Mais au milieu de cette galère, une flamme brûle en lui, l'entraînement. Chaque jour, sans exception, il s'étire pendant des heures dans des parkings déserts, frappe dans le vide sur les plages sablonneuses, ou s'exerce devant les miroirs craquelés de gymnases fermés. Sa souplesse légendaire? C'est son arme secrète, affinée obsessionnellement, même quand son estomac crie famine. Pour Jean-Claude, ce n'est pas juste du sport, c'est une préparation mentale, une armure contre le désespoir, en attendant que la chance frappe enfin à sa porte. Et cette chance, elle arrive de la manière la plus improbable qui soit. Un après-midi ordinaire, alors qu'il erre dans les rues de L.A., Jean-Claude repère Menahem Golan, le puissant cofondateur de Canon Film, sortant d'un restaurant chic. Sans une once d'hésitation, car dans ce monde, l'hésitation signifie l'échec, il s'approche, se présente comme un artiste martial accompli, et improvise une démonstration époustouflante sur le trottoir. Des coups de pied précis, des mouvements fluides, culminant avec un coup de pied circulaire à 360 degrés qui s'arrête net à quelques centimètres du visage ébahi de Golan. Stupéfait, amusé et impressionné, le producteur lui glisse sa carte et l'invite à passer au studio. Ce moment? C'est le déclic. Mais pas la fin du combat. Jean-Claude commence à traîner dans les couloirs de Canon, acceptant des rôles minuscules, doublant des cascades anonymes. Son vrai objectif, le rôle principal dans Bloodsport, un film à petit budget inspiré des récits controversés de Frank Dux, un ancien marine affirmant avoir dominé un tournoi clandestin d'arts martiaux appelé le Kumite. Les studios doutent, oui, il a les moves, mais peut-il porter un film entier? Peut-il émouvoir un public avec son accent belge et son manque d'expérience acteur? Jean-Claude ne lâche rien. Il s'invite à des réunions, improvise des démos dans les hallways, propose même d'aider à chorégraphier les scènes de combat. Sa persévérance paie, à force d'insister, et parce que personne d'autre ne veut risquer sa peau pour ce projet risqué, il décroche le rôle de Frank Dux. Une victoire? À peine. Le salaire est ridicule, ou à peine $25 000, une misère pour Hollywood. Le scénario est bancal, et le tournage s'annonce à Hong Kong, un monde inconnu, loin du glamour des studios californiens. Pour Jean-Claude, c'est clair, le vrai Kumite commence maintenant. Arrivé à Hong Kong, Jean-Claude se retrouve plongé dans un chaos absolu. Canon Film, connu pour ses productions de séries B jetables, n'a pas investi un centime de trop. Le budget est squelettique, l'équipe réduite à peau de chagrin, un mélange hétéroclite d'américains et de locaux hongkongais, avec des barrières linguistiques qui transforment chaque instruction en un jeu de téléphone arabe. Les traductions multiples sèment la confusion, le matériel arrive en retard, les lieux de tournage sont improvisés, et la pluie tropicale ruine des journées entières.
Le réalisateur, Newt Arnold, un vétéran des plateaux mais inexpérimenté en tant que metteur en scène principal, peine à garder le cap. Le casting? Un assortiment bizarre de bodybuildés massifs, d'artistes martiaux chevronnés et de novices sans une once de talent acteur. Prenez Bolo Yeung, l'imposant antagoniste Chong Li, une montagne de muscles, respectueux mais imprévisible, capable de frapper avec une force réelle qui fait trembler les os. Jean-Claude doit bâtir une confiance rapide avec lui, car les combats à venir seront brutaux, sans filet de sécurité. Et la chorégraphie? Oubliez les répétitions luxueuses avec des coordinateurs stars. Tout est improvisé sur le vif, sous la pression du temps et de l'argent qui file. Jean-Claude, habitué à une précision chirurgicale forgée par des années d'entraînement, se sent frustré. Pourtant, il transforme ses contraintes en or, il conçoit des séquences où chaque combat monte en intensité, chaque adversaire apporte un style unique du sumo massif au karatéka agile, créant une progression dramatique qui donne au film son rythme haletant. Mais sur le plateau, le scepticisme règne. Des membres de l'équipe américaine ricanent dans son dos, ce type avec son accent, sérieusement. Un caméraman ose même demander si on doit prendre ce karatéka au sérieux. Jean-Claude entend tout, mais il ignore. Il sait que ce film peut changer sa vie. Les retards s'accumulent, des scènes sont sacrifiées, des lieux abandonnés pour cause de budget épuisé. La dernière semaine? Une course folle contre la montre, où l'épuisement se lit sur tous les visages. Maintenant, parlons des scènes de combat où le cœur palpitant de Bloodsport, mais aussi son enfer personnel pour Jean-Claude. Dans un film d'action hollywoodien classique, tout est contrôlé, doublure pour les cascades risquées, protections invisibles, répétitions infinies. Mais ici, avec un budget famélique, la sécurité est un luxe inabordable. Jean-Claude insiste pour tout faire lui-même, pas par ego, mais par nécessité. Le film ne peut se payer des cascadeurs. Chaque coup de pied volant, chaque split acrobatique, chaque punch dévastateur, c'est lui, en chair et en os, sans trucage. Et ça coûte cher. Dès les premiers jours, les accidents pleuvent, un timing raté, et un coup de réel frôle sa tempe, une chute mal jugée, et un tendon menace de céder. Pas d'équipe médicale pro, juste des poches de glace et des aspirines pour masquer la douleur. Le climax contre Bolo Yeung? Un vrai duel de titans. Bolo, avec son background en film hongkongais, ne retient pas ses coups, il frappe pour de vrai, attendant la même intensité en retour. Jean-Claude encaisse un body shot qui lui coupe le souffle, atterrit durement sur du béton camouflé par un tapis fin, accumulant bleu et contusion. Et cette scène iconique où Frank Dux, aveuglé par une poudre, combat par instinct pur? Jean-Claude s'entraîne des semaines à l'aveugle, mémorisant chaque mouvement pour éviter le désastre. Une erreur, et c'est la blessure grave pour lui ou son partenaire. Le planning impitoyable interdit les reprises, une ou deux takes, et on avance, même si les acteurs boitent ou saignent. Jean-Claude, visionnaire, prend les rênes, il ajuste les chorégraphies, invente le fameux coup de pied en split aérien en slow motion, absent du script original. Ce move? Des heures de répétitions épuisantes, ses jambes tremblant à la fin, mais capturées à la perfection. Ces risques donnent au film son authenticité brute, sa grille qui colle à la peau. Mais sur le plateau, le doute persiste, le scénario est mince, les performances inégales, et Jean-Claude, épuisé, sans son corps craqué aux articulations en feu, knuckles écorchés. Pourtant, il pousse, car il sait, ce film est sa porte vers les étoiles. De retour à Ella, l'espoir renaît brièvement. Le tournage est fini, les images brutes semblent prometteuses. Mais la première version montée par Canon? Un fiasco. Trop longue, mal rythmée, les combats perdent leur punch. Lors de la projection pour les execs, l'atmosphère est polaire. Certains sortent avant la fin, d'autres murmurent embarrassants. On parle de ranger le film au placard, de l'enterrer comme tant d'autres flops de Canon. Jean-Claude est anéanti. Tout sacrifié pour rien? Non. Il fait l'impensable, demander à rééditer le film lui-même. Sans formation, sans outils, mais avec un instinct aiguisé par le karaté, un sens du timing, du rythme. Pendant des semaines, il bosse avec un monteur, frame par frame, couper les pauses, booster les transitions, insérer des slow MOS dramatiques. Il structure l'arc émotionnel de Frank Dux, rendant le personnage relatable malgré le script simpliste. Le nouveau cut? Une révélation, plus serrée, plus intense, avec une énergie palpable. Mais le studio traîne des pieds, envisageant une sortie VHS discrète. Un test public change tout. Le public adore, applaudit les combats, rit au cuir que des persos.
Canon cède, sortie en salle, modeste mais réelle. Pour Jean-Claude, c'est l'angoisse. Toujours broc, il enchaîne les jobs manuels en attendant. Pas d'agent, pas de buzz, au juste l'incertitude. La vérité que peu connaissent? Les mois post-production sont le vrai calvaire. Jean-Claude confie, la plupart ignorent à quel point c'était dur. Le salaire? Évaporé en loyer et dettes. Il dort encore dans sa voiture, saute des repas, ses blessures persistent. Le doute l'assaille, et si ça floppe? Sans soutien, il improvise, livre des VHS au distributeur, parle à des screenings minuscules, démontre ses kicks dans des gyms pour buzzer. C'est la survie, pas la gloire. Et puis, en 1988, Bloodsport sort sans tambour ni trompette. Sur papier, un énième B-movie. Mais le miracle opère, le bouche à oreille explose, les VHS s'arrachent, les copies pirates circulent. Un culte néo-vernict. Jean-Claude, l'inconnu fauché, devient une icône, pavant la voie pour le cinéma martial moderne. Sans ce film, sa carrière? Inimaginable. Une leçon de persévérance qui nous inspire tous. Merci d'avoir suivi cette aventure sur Vie Sociale. Si cette histoire vous a motivé, abonnez-vous pour nous rejoindre dans l'aventure et découvrir plus de récits épiques. Mettez un like, commentez votre moment préféré de Bloodsport, et à bientôt pour de nouvelles explorations humaines.